Hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson, près de Paris. C'est un jour que Damien attend depuis 3 mois. Un transfert qu'il a espéré des dizaines de fois. Ses poumons sont à bout de souffle et son cœur en est affecté. Damien, 55 ans, est incapable de respirer sans assistance. Sa seule issue, se faire greffer. Et ce soir-là, pour la première fois, il y a un espoir. J'ai vécu 1000 fois dans ma tête le moment où on me disait on a un greffon pour vous, quoi. Ça, je l'ai vécu, je sais pas, 4-5 fois par jour, tous les jours, depuis 3 mois. Donc, Vous allez au bloc opératoire. Oui. Tant qu'on n'a pas le feu vert pour les organes, on va les mettre. Voilà, vous pouvez faire un aller-retour. C'est extrêmement violent pour vous, mais c'est comme ça. C'est la vie de la transplantation. D'accord ? Comme Damien, plus de 21 000 patients attendent une greffe en France. Pour beaucoup, c'est l'opération de la dernière chance. Il a des gros risques de mourir, donc il faut absolument le greffer le plus vite possible. Une liste est réservée aux cas les plus graves, la liste des super-urgences. Alexia, 25 ans, y est inscrite depuis 3 mois. Elle attend à la fois un cœur et des poumons, une opération exceptionnelle. Je veux absolument qu'on me sauve, moi. Enfin, j'ai encore plein de choses à vivre. À 25 ans, c'est pas normal de mourir, donc... La vie des uns dépend de la mort des autres. Selon la loi, nous sommes tous présumés d'honneur, sauf à s'y être explicitement opposés de notre vivant, en s'inscrivant sur le registre national des refus. Mais dans la pratique, ce sont les proches qui décident. Lorsque son fils est décédé dans un accident, Dorothée n'a eu que quelques heures pour se prononcer. Je dis toujours c'est le héros de la famille, quoi. On continue à penser qu'il vit ailleurs, quoi. Et puis surtout qu'il a rendu des familles heureuses. Car à l'autre bout de la chaîne, il y a tous ceux qui attendent. Faute de greffons disponibles, cela peut durer des mois. C'est le cas de David, 2 ans qu'il espère un nouveau cœur, et ce coup de téléphone du chirurgien qui pourrait changer sa vie et celle de sa femme. Notre vie, là, elle est en suspens, elle est en parenthèse. Et on se dit, mais ça va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, combien de temps ça va durer encore à attendre ? Pour sauver toujours plus de vies, la loi a évolué. Il est désormais possible de donner certains organes de son vivant à un membre de sa famille ou à un ami. C'est ce que s'apprête à faire Stéphane. Il va offrir l'un de ses reins à son épouse Virginie. Il faut que j'en prenne bien soin, c'est vraiment précieux et je vais tout faire pour qu'il vive le plus longtemps possible, ce greffon. Grâce au progrès technique, la médecine repousse les limites. Jean-Michel est le seul patient en France à attendre une incroyable greffe des mains. Une prouesse chirurgicale qui mobilisera plus de 50 personnes. Il manque encore une chose, l'amour d'une femme. Et sans main, je peux pas, c'est pas possible. À chaque transplantation, une course contre la mort s'engage. Avion privé, escorte de gendarmerie, sauver une vie n'a pas de prix. On fait ce métier pour sauver l'humain et là on est en plein dedans ce soir, je crois. De l'attente des familles aux salles d'opération. Pendant 18 mois, à travers toute la France, nos caméras ont accompagné ces patients sur le chemin de leur renaissance. Au cœur de la nuit, la greffe de Damien mobilise 2 équipes médicales. C'est le protocole. La première le prépare à l'opération. Et un second chirurgien part extraire lui-même le greffon sur le donneur décédé. C'est Françoise. Ça va ? Ouais. Alors, entre un peu, on a la canule pour les produits de préservation, les tubulures, les raccords. Voilà. Et ensuite, le plus important. Donc là, on a dans la glacière
On a les produits de préservation pour les poumons. Voilà, donc tout est là. Et voilà, on est prêt pour le départ. À peine 32 ans, le docteur Boulat a participé déjà à une 60aine de transplantations. Et ce soir-là, pour offrir un second souffle à Damien, il va traverser la France. Allô, bonjour. C'est le docteur Boulat de Marie-Lannelongue, c'est l'équipe de prélèvement des poumons. Je voulais savoir, c'était quand les derniers gaz du sang? D'accord. Là, les poumons, vous pouvez les laisser en PIP 5 et FiO2 40%, hein, pas la peine de les laisser en 100% jusqu'à ce qu'on arrive. Aucune information ne doit filtrer sur l'identité du donneur. C'est la loi. Vous ne connaîtrez donc pas la destination du chirurgien. L'hôpital où se trouve le greffon est à des centaines de kilomètres. Un avion privé a donc été affrété en urgence à l'aéroport du Bourget. Pour l'instant, rien ne garantit que les poumons sont suffisamment en bon état pour Damien. Il faut qu'on préserve au maximum la qualité du greffon. Et le risque, si ce n'est pas bien fait, c'est de perdre le greffon. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez traverser la France pour rien? C'est possible, ça peut arriver. Au même moment en France, d'autres équipes médicales se mettent en route pour prélever les autres organes du donneur qui est en état de mort cérébrale. En les attendant, il est maintenu artificiellement en vie. Quelques jours auparavant, nous avions rencontré la famille de Damien. Avec son épouse Catherine, ils ont 2 enfants, dont Alice, 22 ans. Toute la vie de la famille est en sursis. Donc là, c'est la photo pour ses 40 ans, avec sa maman. Donc là, il n'était pas malade encore. Et là, c'est une photo où on voit comment il est quand il est malade, maigri et avec la peau colorée. La transplantation qui s'annonce est une intervention à haut risque. C'est une grosse opération, que voilà, on s'imagine le pire et pour se protéger, pour se préparer psychologiquement à que ça arrive, déjà depuis qu'il est malade, on y pense, on en cauchemarde, voilà. On pense à quoi quand vous dites on y pense? Qu'il ait une vie sans lui. Comment ça serait s'il part, comment je... Le fait que sa santé se soit dégradée beaucoup ces dernières semaines nous fait accepter la greffe aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que là, c'est plus tenable. Cette interminable attente, Sylvie doit aussi l'affronter. Sa fille aînée de 25 ans est gravement malade. Pour adoucir son hospitalisation, elle lui prépare ses plats préférés. Elle me dit par téléphone ce qu'elle a besoin, qu'elle veut, et puis je lui fais. Des spaghettis bolognaises, les plats qu'elle aime, comme là, l'escalope à la crème fraîche avec des champignons, elle adore ça aussi. Depuis sa naissance, Alexia souffre d'une double malformation, au cœur et au poumon. Une hypertension qui ne cesse de s'aggraver. Si elle voulait par exemple faire un footing, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est courir. Elle n'a jamais couru, elle ne peut pas courir. Du vélo, elle en fait un peu et maintenant c'est fini, elle ne peut plus en faire. Nager, c'est pareil, elle va faire juste une longueur et encore, en essayant, mais ça, c'est pas normal. Elle va avoir 26 ans en janvier. Pour moi, elle a beaucoup perdu de choses déjà. Le quotidien d'Alexia se résume maintenant aux quelques mètres carrés, dans sa chambre, ici, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Vous rentrez dans les normes là, c'est bon.
La vie de la jeune femme est conditionnée à une greffe exceptionnelle, un cœur et les 2 poumons d'un même donneur. J'ai vu que vous aviez désaturé un peu, vous êtes fatigué là? Un petit peu. Mais ce type de transplantation est extrêmement rare en France, moins de 10 cas par an. Je veux absolument qu'on me sauve, moi. Enfin, j'ai encore plein de choses à vivre. Enfin, à 25 ans, c'est pas normal de mourir, donc... On se dit que c'est injuste. C'est exactement le mot. C'est pas normal, c'est injuste. C'est exactement ça. Pour tenter de la sauver, les médecins ont fait de son cas une priorité. Ils l'ont inscrite sur la liste dite de super urgence. Bonjour. Ça va? Oui. Ça a été la route? Oui, ça a été. Ça va? Oui, ça va. Ah, t'es belle aujourd'hui, là. Mais c'est compliqué, je me lève chaque matin en me disant bon, bah t'as passé une nuit de plus, c'est toujours pas pour cette nuit. Bon, bah peut-être la nuit prochaine. C'est la première chose que je me dis en me levant. Et avec les jours qui passent, l'angoisse gagne toute la famille, de manière irraisonnée. Elle a peur que je la reconnaisse pas parce qu'elle a peur que mon cœur soit plus mon cœur, donc du coup que j'ai oublié toute ma vie. Je vais forcément te reconnaître. Non, ce que j'ai peur, moi, c'est que tu ressentes des choses, comme c'est le cœur de quelqu'un d'autre, que tu ressentes des choses. Il pompe que du sang, lui. C'est notre tête qui réfléchit. Mais on dit toujours qu'on pense avec le cœur. Oui, mais parce que c'est dans les mœurs. Oui. Je t'ai dans mon cœur, mais non, on t'a dans la tête. Cette greffe serait la promesse d'une nouvelle vie pour Alexia, comme une renaissance, déjà inscrite sur sa peau, pour mieux provoquer le destin. Mais c'est quoi là? Donc, rebirth, donc renaissance en anglais. Et en fait, le jour où je serai greffée, je rajouterai en dessous la date de ma greffe. Mais pour qu'Alexia bénéficie d'un nouveau cœur et de nouveaux poumons, quelqu'un doit perdre la vie. Seuls les reins et une partie du foie peuvent être donnés par une personne vivante. Les reins de Virginie ne fonctionnent plus qu'à 10% de leur capacité. Elle est atteinte d'une maladie génétique. Doucement, parce que je marche moins vite que toi. Je vais m'étaler. Ça glisse pas, non, ça glisse pas ça. Des kystes envahissent ses reins qui ne filtrent plus les toxines accumulées dans son organisme. Au quotidien, le moindre effort l'épuise à seulement 42 ans. Elle est même incapable d'exercer son métier d'institutrice. J'avais une vie active, je travaillais. On faisait la course à pied ensemble, elle a arrêté. Moins de petites balades, elle est essoufflée. Avant on faisait les randos, maintenant on se balade, plus tranquillement. Là je vis comme une personne retraitée. Et encore, il y a des personnes retraitées qui sont très actives. Voilà. Voilà, à la maison, les mots croisés, la télé, les rendez-vous médicaux, la pharmacie. Le chien, elle est où? Indy, viens là! Viens ici! À ce stade de la maladie, il n'y a plus que 2 options pour Virginie. La purification de son sang toutes les semaines avec la dialyse, ou alors se faire greffer. Son époux Stéphane a décidé de lui donner un de ses 2 reins, car on peut très bien vivre avec un seul. Mais il lui faut l'autorisation de la justice. Ça y est. C'est solennel. Voilà, c'est... On n'a plus que le tapis rouge. Alors c'est par là. Allez. On se sent un peu stressé, mais ça va aller. C'est l'instant de passer devant un magistrat. Pas l'habitude donc. Bonjour. Bonjour madame. Asseyez-vous en prie. Je suis vice-présidente au tribunal de grande instance de Rodez et je suis déléguée par le président pour en fait recueillir le consentement au don d'organes.
Et donc dans ce cadre-là, comme c'est un acte qui porte atteinte à votre intégrité corporelle, il est donc entouré d'un maximum de garanties. La magistrate vérifie que Stéphane a bien été informé des risques de l'opération et que son don est librement consenti. Très succinct. Alors ces conséquences, quelles sont? Pour être autorisé, il doit être aussi totalement gratuit. Donc vous êtes bien au fait de... Tout ce qui peut se passer. Voilà, tout ce qui peut se passer. Voilà. Moi, je dois vous informer que le consentement que vous donnez aujourd'hui, il est révocable à tout moment. Vous pouvez revenir sur cet engagement à tout moment. D'accord? Bon, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire donc, signer le procès-verbal par rapport donc, au recueil de votre consentement. La détermination sans faille de Stéphane a convaincu. Donc tout est en règle. Merci. Donc on va le signer avec Madame le greffier. En signant ce papier, la magistrate l'autorise donc à donner l'un de ses reins. On se sent mieux là, ça y est, maintenant, on n'a plus qu'à penser à se préparer pour l'opération. Les opérations. Les opérations, oui. Et puis retrouver une vie normale et voilà. Pour sa dernière soirée avant l'hospitalisation, Virginie a réuni ses plus proches amis. Il faudrait, voilà, c'est ça. Alors on en parle tous les jeudis à Michel pour à la piscine. On a besoin de lui prouver qu'on l'aime, quoi, et qu'on est avec elle. On avait envie de la soutenir voilà, quand même, avant de partir, de la voir. C'est un soutien de la voir, et puis se dire, voilà, bon, ben, Elles ont suivi tout le parcours depuis plus d'1 an maintenant. Et bon, elles savent tous les changements, toutes les nouveautés. Heureusement qu'il lui donnait, parce qu'on lui en aurait voulu. Mais oui, enfin, je sais pas, quand t'es en couple... Moi, ça me paraît tellement naturel dans un couple. Le fait que ce soit pour mon conjoint, pour mes enfants, la question ne se poserait pas. Et ni même pour une de mes sœurs. Non, mais il y a aussi des questions qui se posent quand on est parent, qu'on a des enfants. Voilà. C'est difficile d'engager, presque on peut avoir peur. On engage 2 vies en même temps pour des êtres qui attendent tout de vous. Quoi. Oui. Donc c'est peut-être difficile. Ça aussi, Chacune d'entre elles aurait en fait pu donner un rein à Virginie. Car depuis 5 ans, c'est une nouveauté, la loi autorise le don à un proche, sans lien de parenté. Ça m'avait traversé l'esprit, mais j'ai pas été assez courageuse parce que je lui ai jamais rien dit et on en parlera ce soir comme ça. Mais parce que je me disais, au cas où ça arriverait chez moi, si jamais je l'ai donné, ben ça y est, voilà. Donc on le garde vraiment pour un de ses proches, mais ses enfants en priorité. Ses enfants surtout, et puis conjoints, et puis ses frères et sœurs. On espère la Au final, peu de personnes franchissent le pas. Seulement 67 cas en 5 ans dans toute la France de dons entre amis. Après 1 heure de vol, le docteur Boulat arrive à destination. Dans quelques minutes, il saura si les poumons de la personne décédée peuvent réellement convenir à Damien. Je vous remercie, à tout à l'heure. Donc la coordinatrice, elle va sur tout. D'accord, super. Bon, à tout à l'heure. Dans 2h30, quoi, à peu près 2h30. David Boulat, je suis chirurgien thoracique. Ça va? Ça va très bien. Il est plutôt pas mal. Ouais. C'est parfait. Ouais. Les autres équipes s'affairent déjà pour récupérer le cœur, le pancréas et les reins. Quant au foie, séparé en 2, il pourra sauver 2 personnes à lui seul. Au scanner, il n'y avait pas d'anomalie. Pour l'instant, le côté gauche confirme nos impressions. Là, on va s'assurer que c'est bien du côté droit également. Pour les poumons, cela s'annonce donc bien. Mais jusqu'au dernier moment, la greffe peut être annulée. Et l'équipe marseillaise, venue chercher le cœur, a une mauvaise surprise. L'aspect du greffon cardiaque évoque une maladie du tissu élastique et on peut voir que la contraction des parois du ventricule gauche est anormale. Et donc, du fait de ces 2 raisons, on a choisi de ne pas prendre le greffon pour ce receveur qui est jeune. Voilà. Vous êtes venu pour rien, ça arrive. Exactement, ça arrive de temps en temps, rarement, heureusement, mais ça arrive. Des produits froids. Pendant toute la durée du prélèvement, David Boulat est en contact régulier avec ses confrères restés à Paris. Ok, donc nous on prend les poumons. Voilà, vous pouvez appeler le professeur Fadel, vous lui dites que les poumons sont bien, vous pouvez me le mettre à l'oreille, je vais juste lui dire. Oui,
Donc c'est bon, hein, le poumon est très bel aspect. D'accord. Il est bien léger. Il y a un peu À de l'autre contusion bout à du droite, fil, parce qu'on voyait le aussi professeur Fadel. C'est lui qui va réaliser la greffe. Donc je pense que c'est bon. Hein. Ok, tu clampes vers quelle heure? Ok. Vers quelle heure tu clampes? Clamper, c'est le moment où la circulation du sang est arrêtée par les médecins. On va clamper dans une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Ok, prends ton temps. Ok. À tout à l'heure. Je vous tiens au courant. Ok. À tout à l'heure. Il n'y a plus de contre-indication. C'est un soulagement, hein? Ah bah oui, pour le patient, oui, c'est sûr, pour nous aussi. 9 heures après son transfert à l'hôpital, Damien est enfin descendu au bloc opératoire. Vous aimez quoi comme genre de musique? Moi j'aime beaucoup de choses, j'aime bien la musique classique. Vous aimez la musique classique? Et ben on va vous en mettre en attendant. Tchaïkovski, concerto pour violon de Tchaïkovski. Concerto. Ah, monsieur. Donc c'est bon, on va pouvoir faire la greffe. Hein. D'accord. C'est bon, on va faire. C'est gratifiant, quoi. En tout cas, on sait pourquoi on est là, quoi. Là, le fait de ne pas avoir dormi toute la nuit, en tout cas, ça aura servi vraiment à quelque chose. Et voilà. On espère que pour le monsieur, ça va aller. Quand la fin se termine bien, on oublie la fatigue. On fait ce métier pour sauver l'humain et là, on est en plein dedans ce soir, quoi. À l'autre bout de cette incroyable chaîne de la vie, le compte à rebours va s'accélérer pour le docteur Boulat. Vous pouvez purger les deux. On ne perd pas trop de... Voilà, clampage aortique. Tu fais partir les plégies. Fais partir les plégies à côté. À partir du clampage, le moment crucial, c'est l'extraction des organes. Voilà les poumons. Ok, on va aller, attention. Ouais, ils sont très beaux. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est se dépêcher, pas perdre de temps. Donc là, il faut que dans environ 6 heures, on ait quasiment terminé l'implantation du deuxième poumon. Voilà. Surtout sur les côtés et un petit peu au-dessus pour pas distraire. 6 heures pour les poumons ou 12 heures pour le foie. C'est bon, allez on y va. Tous les organes ont une durée de vie limitée. À partir de maintenant, chaque minute est donc décisive pour Damien. Sous bonne escorte et à toute vitesse, l'équipe retraverse la ville. David Boulat ne s'arrêtera plus avant l'aéroport. Ouais, c'est David. On va atterrir à... Voilà. Dans 1h30 là, on monte dans l'avion. Allez. Une dizaine de nuits par mois, David Boulat est d'astreinte pour ce type d'intervention. C'est une vie particulière, déjà du point de vue de notre famille, donc on se rend bien compte que on n'est pas souvent là. Là, je suis debout depuis quasiment plus de 20 heures. Ouais. On est sur le chemin du retour là, vous avez l'air fier. Fier Non, je suis satisfait que la procédure se passe bien. Ça va être une belle journée. Au même moment, au Plessis-Robinson, Là, c'est bon là. les actes chirurgicaux débutent. Ok, on est à plein débit. Allez, on va inciser.
On va enlever le premier poumon. On enlève celui-là, on attend que le greffon arrive, on met l'autre à la place, et après on fait l'autre côté. On est en bas. D'accord, David. Arrivez là. À tout de suite. Là. Ils sont en bas. Tu peux me mes lunettes? T'as mes lunettes? La mission de David s'achève. Il est de retour à l'hôpital du Plessis-Robinson, avec les nouveaux poumons. Il va passer le relais à l'équipe de transplantation du professeur Fadel. C'est un très beau greffon qui est très bien adapté à ce patient-là en termes de taille. Donc on vient de rebrancher le premier poumon. Le poumon il se recolore, il devient rose. C'est-à-dire qu'il y a du sang qui rentre dedans. Grâce à la mobilisation de dizaines de personnes, Damien a une chance de récupérer 100% de ses capacités pulmonaires. Fort heureusement, on a beaucoup de patients qui sont vivants 15 ans, 20 ans, 25 ans, 26 ans après la greffe. Donc voilà, on se bagarre pour gagner. Hein. C'est surtout une étape pour gagner, pour guérir. S'il ne connaît pas de complications, Damien aura donc la vie sauve grâce au poumon d'un autre. Chaque famille peut être confrontée un jour à cette question du don d'organes à la mort d'un proche. C'est un choix complexe, posé dans des circonstances douloureuses et dans l'urgence. C'est la première fois que Dorothée et son mari Johan reviennent sur ce terrain de motocross. Voilà, oui, où il y a la petite... Oui, oui. Et je vais regarder faire des tours. La première fois depuis la mort de Michel, le fils de Dorothée. Il décollait là. Après je me disais, mon Dieu, quand il va retomber, Et non, nickel. J'avais peur. Mais bon, je me disais, s'il lui arrive rien là, avec les bosses qu'il y a, tout ça, il ne peut rien lui arriver. Puis finalement, oui, il est arrivé quelque chose. Michel n'a jamais fêté son 17e anniversaire. Il est décédé 2 mois auparavant, dans un accident de moto. C'était il y a 6 ans. Avoir une moto, à l'époque, Michel en rêve. C'est pour qui ça? C'est l'adulte, Papa Noël. Dorothée et Johan finissent par céder et lui font la surprise pour Noël. Ah oui? Ça, on pourra nous relève ça. Ah non, ça c'est que dans la fournie. Vas-y, t'as sur la table, vas-y. 6 mois plus tard, le jeune homme percute un câble métallique tendu sur un chemin. Elles sont toutes là, avec les mots. Bon, je suis arrivée sur le lieu de l'accident, évidemment. Je me suis mis au-dessus de lui, quoi, en fait. Je lui ai parlé, je lui ai dit de tenir bon, qu'on était là, qu'il ne s'inquiète pas. Mais quand j'ai entendu arriver l'hélicoptère, pour moi, c'était pas bon, quoi. L'hélicoptère, c'est très grave. Transporté inconscient à l'hôpital nord de Marseille, Michel succombe 48 heures plus tard. Ses organes peuvent prolonger d'autres vies, si Dorothée accepte de les donner. Les médecins annoncent alors le décès et posent la question cruciale. Et ils m'ont expliqué qu'il lui avait fait un électroencéphalogramme et puis qu'il est ressorti plat, quoi. Il n'y avait plus de réaction au niveau du cerveau. Et à ce moment-là, il me pose une question toute simple. Il me dit, est-ce que, Michel, vous avez parlé du don d'organes? Je fais quoi? Qu'est-ce que vous me dites là? On parle de quoi? Je comprends pas là, ce que vous êtes en train de dire. Et puis ils m'ont dit, vous n'en avez jamais. J'ai dit, à 16 ans et demi, on ne parle pas du don d'organes, quoi.
Et j'ai dit, mais attendez, vous êtes en train de me dire que vous voulez récupérer ces organes, vous n'avez pas tout fait pour le sauver. Je leur dis, mais ma réponse, je dois vous la donner quand, quoi. Puis ils me disent, assez rapidement. J'ai dit, ouais, mais c'est quoi rapidement? Demain, c'est bien? Ils me disent, non, assez rapidement. Ah. J'ai dit, bon, Et puis tout dans ma tête s'est embrouillé, en fait. Et je me suis dit, finalement, la douleur que je traverse, là, s'il y a une maman qui attend un organe pour son enfant, pourquoi je vais la faire souffrir comme moi je suis en train de souffrir? Donc j'ai dit, écoutez, on va descendre, on va se fumer une petite cigarette. Excusez-moi, on va se fumer une petite cigarette. Mais considérez que la réponse est oui, quoi. Dans la nuit, Michel est prélevé de ses reins, de son foie, mais aussi de son cœur. La décision de Dorothée a sauvé 5 personnes. Et pourtant, une famille sur 3 s'oppose encore au prélèvement. L'an dernier, 5000 personnes ont été greffées dans les hôpitaux français. Mais 21 000 espèrent encore une transplantation, dont Alexia. Elle en est désormais à 6 semaines d'hospitalisation. La nuit s'est bien passée? Ça a été, ouais. Pas de nausées, pas de douleur? Malgré son inscription en liste de super urgence, aucune proposition d'un bloc cœur-poumon. Tu sais que c'est un petit peu difficile là, pour trouver des greffons compatibles. Ouais. Mais ça va venir? Oui, ça va venir. Tu gardes le moral là? Ouais, ça va un peu mieux. Ça va un peu Par rapport mieux? à la semaine dernière, ouais. D'accord. J'ai repris un peu... Tu gardes l'oxygène quand même de temps en temps? Ouais, quand je désature un peu trop, je le mets. D'accord. Puis même le soir, j'essaye de le mettre un peu. Ça va venir? Oui. Ça va venir? Oui. D'accord. Allez, bonne journée. Face à la maladie, elle oppose sa rage de vivre. Le but, c'est de vivre normalement. C'est ça le but. Hein. Y a pas... Je veux pas passer une épreuve aussi dure pour rien, quoi. Je compte me battre jusqu'à temps que ça aille bien, quoi. Il faut. Sans greffon dans les tout prochains jours, Alexia, malgré son courage, sera condamnée. L'hospitalisation est généralement le signe de l'urgence absolue de la greffe. C'est ce que David redoute le plus. Ne plus pouvoir mener à 40 ans une vie normale de papa avec son fils Mathéo. Et là, il n'y a plus ton frein avant. Et regarde, normalement, ça fonctionne. Non. Bah quoi? Oh, il fait un beau soleil. David, lui aussi, attend un nouveau cœur. Depuis 2 ans. Un peu plus tard. Voilà. Et l'espoir d'un appel a changé ses habitudes. Je me suis assuré que j'avais de la batterie pour le tour de vélo qu'on va faire. Et puis le son est au maximum. Donc même si on fait un peu de bruit en roulant, je devrais entendre une sonnerie. Jour, nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je l'ai toujours avec moi. J'ai acheté 10 chargeurs, je vérifie que tout soit toujours OK. J'ai la hantise de le perdre ou qu'on me le vole, parce que automatiquement ça couperait le lien que l'hôpital a avec moi, ou parce que c'est par ce moyen-là qu'ils vont me prévenir. Donc voilà, c'est un peu... Voilà, je trimballe un bout de ma vie dans ma main et je vérifie qu'il soit toujours à niveau. Et le français, c'était quoi comme exercice? C'était un exercice sur le COD. Des fois, il peut pas faire des choses que moi ou ma mère, on peut faire. Des fois, il est un peu fatigué, donc on essaye de l'aider de temps en temps. Tu me dis si je vais trop vite? Oui, c'est bon, Mathéo, tu peux avancer. Ça va pour l'instant. On ment toujours un petit peu quand ça... Enfin, j'essaye toujours d'avoir l'image d'un papa fort. Ce qui m'angoisse, c'est vraiment de me dire qu'un jour, j'arrive plus à marcher, à faire un peu de vélo, même si c'est peu. Mais aujourd'hui, ces moments de liberté, ces 40 ou 45 minutes de vélo, pour moi, c'est aussi une manière de me dire que je suis presque comme tout le monde, quoi. Bien joué, mec. Christelle partage le quotidien de David depuis 16 ans.
Ça va et toi? Elle a toujours connu son mari malade. Ça va? La vie de la famille est rythmée par l'espoir de la guérison. Mais d'ici là, même les vacances sont limitées. On va où exactement? Viens, on va regarder, attends, je vais prendre la carte, on va acheter un œil. Ah, t'as tout sorti? Car en cas d'appel, David n'aura que 2 heures pour se rendre à l'hôpital. Il s'en sert, on est encore dans les clous ou pas? Oui. Bah oui, regarde. Ouais, enfin... Oui, t'es à la limite parce que c'était... Attends, je vais regarder. Et l'autoroute, elle est pas loin, regarde. On a tracé ce cercle-là lorsqu'il a fallu qu'on prenne des vacances et qu'on ne se rendait pas compte jusqu'où on pouvait aller puisqu'on est limité à 2 heures de Paris. En Touraine, on a dû y aller 3-4 fois. En Normandie, peut-être 6 ou 8 fois. C'est un peu une prison dorée. Ouais. Voilà, on a cette limite. On a des fois presque l'impression d'avoir, c'est une image, mais un bracelet électronique. Et dès qu'on sort d'une zone, bip bip, on nous dit attention. Là, vous êtes trop loin, rapprochez-vous de l'hôpital. C'est donc en fait toute la famille qui est otage de la maladie de David, jusqu'à ce fameux coup de téléphone qui fera basculer leur vie. Là, je quitte tout. Comme ça. Comme ça. Ah ouais, alors là, il y a une question qui a une urgence de vie, quoi. Il y a une urgence d'être ensemble et au moins de se dire au revoir, quoi. Au moins. C'est pour moi une opération très lourde et que son moral sera hyper important dans la récupération. Donc voilà, c'est que la recommandation, ce serait de dire faut que tu tiennes, on est là, même si je peux pas te voir tout de suite, je serai là, quoi qu'il arrive. Il faut que tu tiennes, il faut que tu reviennes, quoi. Donc ce serait ça, ouais, ce serait les derniers mots d'encouragement. On va s'arrêter parce que je vais pleurer. Tout ce que je peux te donner, toute mon énergie, toute ma force, prends-la, quoi. Prends-la et emmène-la avec toi pour cette opération. Si le fait de se toucher la main, et ça peut se transmettre comme ça, je veux bien y croire et je veux bien lui donner. Voilà. C'est ça, le coup de téléphone. Pour Virginie et Stéphane, en revanche, c'est la fin de l'attente, l'aboutissement d'1 an de procédure. Ils s'apprêtent à donner le lendemain l'un de ses reins à sa femme. Là, je mets 8 t-shirts, 3 pantalons, ça sera bien assez. Ce don est une nouvelle preuve d'amour, après 23 ans de vie commune. Avant de prendre sa décision, il a tout envisagé, même que son épouse le quitte. On ne sait jamais, les gens se séparent tous les jours, mais ça ne change rien, rien à ma décision. Moi, je pense qu'on a un couple quand même stable et même si ça devait évoluer, on n'espère pas, ça ne change rien à ma décision. Voilà, elle ne me doit rien, c'est un geste normal. Je suis sûr qu'elle aura fait pareil pour moi, donc... Ça y est, le mien est prêt. C'est lourd. Bon, ça va. Ça va. L'hospitalisation simultanée des 2 parents est une épreuve pour leurs 2 enfants. Stella, 14 ans, et Alexis, 17 ans. On a hâte que ça soit fait quand même, parce que ça sera de la pression en moins, du stress en moins. Parce que, normalement ça devrait bien se passer, mais bon, c'est toujours un peu stressant quand même, quand c'est pas arrivé. Et puis on a vu des images d'autres greffes et tout, et c'est pas très rassurant quand même. C'est courageux, mais parce qu'on se dit que si un jour il a un accident et qu'il perd un rein, ce sera lui qui sera embêté, quoi. Mais bon, en même temps, s'il l'aime... C'est Danielle, la mère de Virginie, qui veillera sur eux pendant leur absence. Elle vit dans la maison d'en face. Elle a invité toute la famille
pour le dernier déjeuner. Et j'ai fait une soupe au vermicelle parce que Virginie, elle adore la soupe sous toutes ses formes. J'ai rajouté un petit rôti de porc parce que j'avais peur que ce soit pas assez, mais quand ils viennent chez moi, ils repartent toujours avec la moitié du repas parce que j'en fais toujours de trop. Daniel a perdu son époux, le père de Virginie, de la même maladie. À l'époque, cette greffe de rein n'était possible qu'à partir d'un donneur décédé. Si j'ai si peur pour Virginie aujourd'hui, c'est parce que en fait, mon mari il est mort pendant la dialyse. Et moi, quand j'ai su que elle, ça arrivait pareil, au même âge, ça m'a complètement démolie. Et donc, voilà. C'est pour ça que quand il y a eu l'histoire de la greffe, je lui dis dès le départ, Virginie, si ça ne marche pas avec Stéphane, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi. On met un gosse au monde. Voilà, quoi, on fait tout ce qu'on peut pour eux après. Voilà. Bon bon app, hein. Le menu de Daniel ne suffit pas cette fois à réchauffer l'ambiance à quelques minutes du départ. Allez, ça va aller, va, t'inquiète pas, hein. Non, allez, t'inquiète pas. Partir tous les deux comme ça pour se faire opérer en même temps, souvent c'est quand il y a quelqu'un qui tombe malade dans la famille, c'est une personne qui va se faire opérer. Là, ils partent tous les deux. Et ça fait drôle quand même. Voilà. À peine arrivé à l'hôpital toulousain, le couple doit se séparer. Allez. Dans le cadre d'une transplantation, donneurs et receveurs sont pris en charge dans 2 services différents. À tout à l'heure alors. Tout à l'heure. C'est dur de se séparer comme ça, hein, d'être tous les deux hospitalisés sans être ensemble. Ouais, bon, peut-être qu'après, non. Mais non, c'est vraiment 2 services différents. Madame Gobin ? Bonjour, je suis Pauline, une des infirmières du service. Je vais vous expliquer comment va se dérouler la journée d'aujourd'hui et de demain. La journée de demain, ça consiste d'abord, votre mari part. Il part vers quelle heure? Alors généralement, c'est aux alentours de 7h. Lui, il part tôt, lui. D'accord. Et dès que la greffe, enfin le prélèvement est fini pour lui, la vôtre de greffe commence, l'intervention. D'accord. Voilà. 37 tours. Okay. Parfait. Donc là, j'ai quartier libre pendant 3 quarts d'heure, mais je dois aller faire une radio des poumons. Tu dois pas faire ça, toi, par hasard? Ah, on t'a rien dit. Dans la soirée, Stéphane a finalement l'autorisation de rejoindre Virginie pour un moment d'intimité. Le dernier avant l'intervention. Pas stressé plus que ça. Toujours pas. Je sais pas si c'est normal, on verra demain matin. Peut-être que demain matin, tu seras stressé. Oui, mais pour l'instant, non, pas encore. À quoi on pense maintenant? Je pense à mon père et mon grand-père qui avaient la même maladie que moi et qui n'ont pas eu la chance que j'ai maintenant d'avoir quelqu'un, enfin, de pouvoir bénéficier d'une greffe. Et ça n'existait pas quand eux sont tombés malades. Et je me dis qu'on a de la chance, enfin j'ai de la chance d'être maintenant en 2015 avec voilà, avec tous les progrès qui ont été faits, de pouvoir vivre ça et pouvoir espérer une plus belle vie et vivre plus longtemps qu'eux. Le don du vivant permet de lutter contre la pénurie d'organes. Pourtant, l'an dernier, 537 personnes sont décédées faute de greffons.
Il y a moins d'une heure, les médecins viennent d'annoncer la grande nouvelle à Alexia. Ça y est, c'est bon ça. Mais j'y croyais plus. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Après 3 mois d'attente, après avoir côtoyé la mort, elle a enfin une chance d'être greffée du cœur et des 2 poumons. Là, ça a l'air d'être bien. Hein. Tu peux me faire un reflux pour voir? C'est à l'hôpital Marie-Lalonde du Plessis-Robinson, le même que Damien, que son opération à haut risque va se dérouler. Pour quelques heures, ouais, nouveaux organes, nouvelle vie. Trop bien. Ouais, c'est bon. Pour Alexia, tout s'est en fait joué à une vingtaine de kilomètres de là, en Seine-Saint-Denis, dans cet immeuble qui ne dort jamais. Oui, bonsoir, c'est l'agence de la biomédecine. Et moi, je vous le propose pour votre super urgence en première position. C'est le pôle national de répartition des greffons, une plateforme unique en France qui accueille rarement les caméras. J'ai une proposition de rein à vous faire sur un prélèvement à Auch. Agence de la biomédecine, bonjour. 121 438. Ici, 3 agents se relaient en permanence. Vous ressortez en 7e position et vous avez 3 receveurs, mais je reviendrai vers vous. Donc on travaille H24 et 7 jours sur 7. Tu demandes ou est-ce que moi Non, tous les donneurs passent par la plateforme. Et notre rôle, c'est de trouver un receveur pour ces greffons. À l'autre bout du fil, les chirurgiens. Ils ont 20 minutes seulement pour décider. Oui, sur le dossier d'Avignon, c'est ça? Les premiers appelés, ce sont les médecins des patients inscrits sur la liste des super-urgences, comme Alexia. Je vais vous laisser mon numéro, oui. S'ils refusent les greffons, commence alors un tour de France pour trouver un receveur. On a une première équipe parisienne, ensuite on a une équipe bordelaise qui arrive juste derrière en priorité. Ça suit Nantes et ensuite vous avez le tour régional qui commence sur Lille. Et on va faire ça comme ça jusque toutes les régions jusqu'à la fin de la liste, sans aller jusqu'à vraiment jusqu'au bout, hein, parce que généralement c'est pris avant. Donneurs et receveurs ne doivent pas forcément avoir le même âge, mais le même groupe sanguin et la même corpulence. Cette salle est donc le premier maillon méconnu de la chaîne des greffes. C'est maintenant au chirurgien préleveur d'aller chercher le greffon pour Alexia. Et cette nuit encore, c'est le docteur Boulat qui est de permanence. Une greffe cœur-poumon se produit moins de 10 fois par an dans toute la France. La greffe d'aujourd'hui est exceptionnelle parce qu'il s'agit d'une receveuse qui peut recevoir très peu de greffons de par sa taille et des problèmes immunitaires. C'est une patiente chez qui le fait d'avoir un organe disponible, enfin des organes disponibles en l'occurrence, est un événement très rare. Malgré ces 10 heures déjà passées au bloc, la journée du chirurgien est donc loin d'être finie. Mais une opération comme celle-là fait facilement oublier la fatigue. Il y a une certaine tension parce qu'on se répète simplement les étapes et puis on tâche également de se reposer pour être bien en forme le moment où il faut être bien concentré. Sur place, les équipes hépatiques et rénales attendent David Boulat. Bonsoir. Car le cœur est l'organe le plus fragile. C'est donc lui, le chirurgien parisien, qui va prélever en premier. Donc là, on va faire une fibroscopie bronchique, donc on va voir à l'intérieur des bronches, voir s'il y a des sécrétions à nettoyer. Donc il y a un peu d'atelectasie passive, je pense, c'est tout, c'est ça qui explique. Comme à chaque fois, un premier examen est nécessaire pour jauger la qualité des organes. Tout se présente bien, le cœur et les poumons sont très bien, donc on va pouvoir procéder au prélèvement. Vous pouvez appeler le docteur Fabre et lui dire que c'est OK? Que feu vert. Ouais, écoute, c'est nickel. Hein. On devrait être prêt dans une petite demi-heure. Une demi-heure, c'est bon?
Là, au niveau du robinet, c'est bien. Pour Alexia, la greffe est donc confirmée. Ouais. Ok. D'accord. Et Liad, elle a pas mal aussi. D'accord. Et c'est qui le chirurgien? Le chirurgien, je ne sais pas qui est le chirurgien de garde, mais je pense qu'il va passer vous voir. On réalise pas, mais voilà, on attend. Tout se passe bien, on part bientôt là. Vous avez eu le temps de penser aux donneurs? Je veux pas y penser, ça m'a traversé l'esprit, mais je me force à pas y penser, je veux pas penser à mon donneur, j'y penserai après. Voilà. Quand tout sera bien passé, que je serai réveillée, j'aurai le temps d'y penser. Là, faut pas que j'y pense, pas de mauvaises pensées, du coup, c'est que du positif. Ouais, parce que finalement... À l'autre bout de la France, le docteur Boulat est au centre de toutes les attentions. Attention les doigts, attention les doigts. Alors, attendez. Une partie du corps médical présent dans l'hôpital est venue assister au moment le plus important, celui du prélèvement. Vous laissez la ventilation, vous laissez tout le temps, on vous dira. C'est le départ du compte à rebours. À partir de maintenant, on a 4 heures pour réimplanter le cœur. 4 heures, c'est encore 2 heures de moins que pour les poumons de Damien. Alors tout un protocole est prévu pour tenir ce délai. Il faut que l'avion soit prêt à décoller, que le transporteur à l'aéroport soit prêt à nous amener. Voilà, faut prévenir tout le monde. On est coordonné avec l'équipe du receveur, donc là, tout va bien. Voilà. Il ne faut juste pas perdre de temps, c'est tout. Il faut optimiser le temps. C'est là qu'on voit que la transplantation, ça mobilise beaucoup de monde. Hein. C'est le prix d'une vie qui va pouvoir être prolongée. C'est quelqu'un qui va probablement pouvoir retrouver une vie quasiment normale. Malgré son expérience et ses 60 transplantations, David Boulat s'émerveille encore, modestement. Nous, on n'est pas des héros. Les héros, c'est plutôt je pense, c'est les familles des donneurs qui sont dans un moment de deuil et qui acceptent de faire quelque chose d'altruiste dans ces moments-là. Et ça, c'est vraiment eux les héros. Et lorsqu'on arrive à trouver un greffon pour ces patients-là et qu'une semaine après, ils sont en train de marcher dans les couloirs et qu'ils vont pouvoir reprendre une vie normale, ça, c'est assez fabuleux. Ouais. Pour gagner du temps, l'atterrissage doit se faire au plus proche de l'hôpital. Et pour l'occasion, les autorités de l'aéroport militaire de Villacoublay acceptent d'ouvrir la piste. En attendant le greffon, au bloc, le docteur Fabre, qui va réaliser la greffe, a déjà retiré le cœur et les poumons malades d'Alexia. C'est uniquement cette machine qui la maintient en vie. Pendant la durée de l'opération, elle va remplacer son cœur. Il faut maintenant implanter les nouveaux organes qui viennent d'arriver. Allez, on va le mettre dans sa nouvelle maison. On va remplir le cœur avec le sang qui est dans la circulation extracorporelle. On ventile, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est fascinant, complètement fascinant. Vous enlevez tout le moteur et vous le changez et ça fonctionne. C'est totalement fascinant. Un clan. Regardez, il frétille là. Ça y est, il repart. C'est beau, hein? Est-ce que tu veux tirer un peu le fil? Parce que vous l'avez vu s'arrêter, mais là vous le voyez repartir, c'est ça qui est... 3h40 après leur prélèvement, dans les temps, le cœur et les poumons d'Alexia reprennent vie.
Voilà, ça y est, c'est fini. C'est grisant parce qu'on n'a pas dormi là depuis plus de 24 heures et puis on a fait quelque chose d'utile. Enfin, on a l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile, c'est pas mal. Les 48 prochaines heures seront décisives pour Alexia. Et la convalescence après une greffe peut être longue. Regardez devant vous. Voilà. Allez, soufflez bien. Ouais, soufflez bien. On garde le poids au-dessus des pieds. Voilà. C'est la 5e fois seulement que Damien marche depuis sa greffe des poumons, il y a 4 mois. Ça devient difficile? Ok, on met la chaise. Asseyez-vous. Il a perdu près de 16 kilos. Soufflez. C'est quoi qui est difficile là? C'est le souffle ou c'est les jambes? C'est les jambes. Les jambes? Manque de force? Oui, ça plie plus facilement. D'accord. Ouais, j'ai vu ça. Et vous êtes toujours encore un petit peu en arrière. Hein. Oui. Essayez de penser, venir mettre le poids. Ouais. La différence d'avant, c'est que le souffle était douloureux. Maintenant, le souffle, c'est un souffle à l'effort, mais c'est plus une souffrance, c'est un effort. C'est une grosse différence. C'est pas la même sensation. 1, 2, 3, on pousse. Ok, super. Allez, regardez bien devant vous. Chaque pas le rapproche un peu plus de son retour à la maison. Damien revient en fait de très loin. Sa transplantation a connu des suites difficiles. Ouais. Est-ce qu'on peut redresser un peu le dossier? Le dossier. Ouais. Il a été plongé 1 mois et demi dans le coma et a subi 14 opérations. En fait, quand on nous présente la greffe, on reçoit un petit fascicule qui nous explique en quoi ça consiste, comment se passe l'opération très globalement. Et puis on nous explique quelles sont les complications possibles. Ben, il faut croire que j'avais coché toutes les options, parce que je les ai toutes faites. Et en ce sens, j'ai tout essayé. Donc voilà, en plus la greffe s'est faite en 2 temps. Une première greffe le 23 mai. Ensuite, un peu plus tard, un poumon qui s'est nécrosé. Et donc une ablation du poumon nécrosé. Et puis une deuxième greffe en urgence d'un autre poumon individuel. Donc me voilà maintenant, qui s'est bien passé. Et me voilà maintenant avec 2 poumons issus de 2 donneurs différents. Et puis je vais pouvoir vivre des moments que j'aurais pas vécu sinon sans la greffe. Ma fille attend un bébé, donc je vous avais dit avant la greffe que j'aimerais bien être grand-père. Ben voilà, ça y est, je vais l'être. Donc ça c'est une grande nouvelle. Et ça va être un bon moment à vivre. La greffe a donc permis à Damien de s'inventer un avenir et de triompher de la maladie. Mais elle peut aussi réparer les accidents de la vie. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le centre Calvé est spécialisé dans la rééducation des patients lourdement handicapés. Relevez le pied à droite. Relevez le pied à droite. Jean-Michel, 50 ans, y revient régulièrement. Sa vie a basculé il y a 5 ans à cause d'une terrible infection, le purpura fulminans. À gauche maintenant. À droite c'est bon. Relevez un peu à gauche. C'est quand je cours que je vois les défauts. Enfin, je les vois plus. Après 2 mois de coma, il se réveille amputé des 4 membres et défiguré. Tout le monde ici connaît son incroyable histoire. Bonjour. Toi? Ouais. Ça va toi? Bah ouais. Depuis le temps que j'ai pas vu, il y a longtemps. Hein. À la sortie de l'hôpital, cet ancien chauffeur cariste a dû apprendre ici à vivre avec ce handicap. Ici, c'est l'ergothérapie. C'est ici qu'on apprend, on apprend tout, quoi. Bonjour. Ah, ça va. Ah, qu'est-ce qu'on a évolué ensemble, hein? Malgré ses 30 ans d'expérience, Laurence, son ergothérapeute, n'avait jamais vu un cas comme celui-là. C'est la salle, ici c'est la salle que je préfère. Elle est magique cette salle. Mais les premières fois, c'était... C'était choquant quand même, un peu. Hein. Oui. Hein? Ouais, on prenait son souffle, hein? Il ne savait pas non plus. Même vous dites... Ah oui, moi je prenais mon souffle. Ah oui. Avant quoi? Avant de prendre en charge.
Ah oui, parce que c'est difficile. On n'est jamais blindé, hein, on est humain, on ne peut pas être blindé à ce genre de situation, c'est pas possible. Avec elle, Jean-Michel a dû se réapproprier chaque geste du quotidien. On part d'un petit plastique comme ça, Voilà, par exemple. et on fait des choses incroyables avec ça. Pour le repas, on a beaucoup tâtonné, hein, il a fallu trouver le petit truc qui n'existe pas dans le commerce, quoi. Donc c'est à nous de les créer, c'est à nous de les faire. Le petit bout de plastique qui était tout dur, il est chaud et voilà. Donc on préparait par exemple comme ça. Donc après, il peut le remettre tout seul. Et puis s'il y a l'adaptation qui est dessus, hein, qui est fixée par... voilà, il peut manger tout seul, on met sa fourchette et hop, il met à la bouche. Il faut essayer d'avoir le maximum d'autonomie et il a obtenu le maximum. Aujourd'hui, Jean-Michel est presque totalement autonome. Après 8 opérations pour reconstruire son visage rongé par la bactérie, il a désormais un rêve, retrouver des mains. Depuis 2 ans, Jean-Michel est le seul en France à attendre une telle greffe. Dans cette petite maison d'Hazebrouck, il vit seul, sans assistance. La maladie a eu raison de son couple. De son ancienne vie, il n'a conservé que quelques photos. Je sais pas quoi dire sur le avant. Je sais pas quoi dire. Je peux pas dire que c'était pas bien. C'était bien ça, cette vie-là. C'était bien, mais je peux pas y penser, ça. Je peux pas y penser. Je peux plus y penser. Je serai plus jamais comme ça. Bon, là, j'ai des prothèses, là. Mais je ne les ai pas gardées longtemps parce que je n'avais pas de contact du toucher. Je n'avais pas le toucher. Et pour le cerveau, il a besoin de savoir ce qui touche. Et donc j'ai dit non, je vais vivre sans main. Et aujourd'hui, je vis sans main. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais bon, on peut y arriver, hein. On peut y arriver, mais c'est très dur. Et peut-être que dans quelques temps, je vais revoir des mains, on va réapprendre. Mais j'aime apprendre. J'aime apprendre. J'ai gagné de l'autonomie, là. Hein. Je lance tout le temps des défis. Et j'avais envie de faire d'éplucher les pommes de terre. Et puis, vous voyez, ça va quand même. Hein. Regardez, j'ai épluché pour 10 personnes au moins. Alors. Et puis, c'est comme ça tous les jours. Toujours essayer d'avancer. Bonjour Lolo. T'as pas le droit de mettre tes grandes chaussures, t'es plus grande que moi là. Tous les vendredis, à la sortie de l'école, Jean-Michel récupère sa petite dernière, Laura, 16 ans. Allez, à la maison. Le drame qu'a vécu Jean-Michel a renforcé leur complicité. Déjà avant, je prenais bien soin de lui. Tu te rappelles quand tu dormais, tu faisais ta sieste et je devais te réveiller avec le café. C'est vrai qu'elle m'a bien soigné. C'est vrai que je me suis battu pour tout le monde, mais peut-être elle en priorité. Et encore maintenant, elle vient tous les week-ends et ça me fait grand bien. Bon, on va faire une pomme de terre vapeur. Avec les escalopes? Ouais. Allez. Je suis un peu plus mature que la plupart, quoi. J'ai gagné en maturité avec ça. C'est sûr que elle a grandi, à l'intérieur, elle a grandi plus vite que ses sœurs. Parce qu'elle s'est fort occupée de moi, du coup elle a mûri plus vite. Il n'y a qu'un centre habilité à greffer des mains en France, à Lyon. Jean-Michel s'y rend une fois par an pour un bilan. 750 km de route, tout seul. À chaque fois, sa venue à l'hôpital Édouard Herriot est un événement. Jean-Michel est attendu par toute une équipe médicale, car cette greffe est encore expérimentale. Donne un ticket? Rendez-vous avec qui?
avec l'anesthésiste, avec, pour une prise de sang, avec le docteur Gazarian, avec... On va vous appeler sur l'écran. Hein. Ok. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis le docteur Geffriot, je fais partie de l'équipe d'anesthésie. On s'était pas vu encore, mais c'est moi qui réactualise votre bilan. Les médecins doivent juger si son corps peut supporter cette intervention. Vous vous installez, je vais vous prendre un peu l'attention. Car en cas de transplantation, Jean-Michel pourrait passer une vingtaine d'heures au bloc opératoire. Allez-y, RC, vous. Sur le plan cardiaque, toujours, jamais fait de soucis particuliers d'infarctus, d'angine de poitrine? Non. Vous avez jamais eu de phlébite ou d'embolie pulmonaire? Jamais. Et vous n'avez jamais eu de palpitation, même quand c'est une dame qui vous ausculte, de troubles du rythme cardiaque? Non. D'accord. Je vous le redis, là, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'on fasse cette intervention. Sous couvert qu'on refasse comme la dernière fois, on vous revoit dans 12 mois. Je vous libère? Au revoir. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Par sa joie de vivre et la force de son combat, Jean-Michel fait l'admiration de tout le monde, dont le docteur Gazarian qui va l'opérer. Et je suis toujours impressionné par votre résistance. Ouais, mais dans ma tête, il manque pas grand-chose, hein, on va dire. Les pieds, je les ai, les pieds. Ici, il manque encore une chose. L'amour d'une femme. Et sans main, je peux pas... c'est pas possible. Les femmes n'acceptent pas un homme sans main. L'hôpital Herriot est le premier au monde à avoir réalisé une greffe de main. C'était il y a 18 ans. Depuis, la prouesse n'a été reproduite que 50 fois à travers toute la planète. Dans le monde, il n'y a pas tant d'équipes en fait. Il y a quelques équipes aux États-Unis. En France, on est les seuls qui avons commencé. En Angleterre, ils n'ont pas fait de greffe de main. Ils ont fait une greffe de bras en Allemagne. Ils ont fait... Il y a 18 centres dans le monde. Alors, il y a eu 7 patients greffés à Lyon. Le premier était unilatéral, en 98, vous vous en souvenez. Et puis ensuite, on a greffé 6 patients amputés bilatéraux. Selon les spécialistes, donner les mains d'un proche, pour une famille en deuil, peut être bien plus traumatisant que de donner un autre organe. Alors les donneurs sont rares. Et j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous en avez déjà eu, là, et que la famille, par exemple, a refusé? Pour vous? Oui. Oui, c'est arrivé, oui. Oui. Il y a longtemps? Oui, il y a quelque temps. Oh. Vous en avez eu beaucoup? Il y en a eu. Ah. Et ils ont dit non? Oui, ils ont dit non. Est-ce que vous comprenez ça, ce refus? Ben oui, je comprends. Je comprends qu'il y a personne, qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner leur main. Je comprends. Mais bon, il y en a bien un qui va donner un jour. Hein? Il y en a bien un qui va le donner un jour. Ça va attendre. Le dernier greffé des mains en France a attendu 3 ans avant d'être opéré. Petit matin à Toulouse. C'est le jour J pour Stéphane. Il va donner l'un de ses reins à son épouse Virginie. Stéphane est le premier emmené au bloc opératoire. Ah, et nous voilà, on montre ça. Allez, on y va, on vous dit à tout à l'heure, monsieur Gobin. Bonjour. Bonjour à tous, ça va? Bon, bah, très bien. La greffe de rein est la plus courante. Depuis des années, le professeur Xavier Gamet en réalise au moins 2 par semaine. Et la technologie a considérablement évolué depuis 15 ans. On utilise désormais des caméras et des ciseaux microscopiques. Allez, on va continuer à libérer la rate. Cela évite de trop grandes cicatrices et des risques d'infection.
Bah maintenant, c'est là que tout se joue par rapport à la transplantation, parce que si jamais on blesse l'un des vaisseaux, l'artère ou la veine, eh bien, le rein ne pourra pas être greffé. Et il est très bien, il est beau ce rein. Il est très très beau ce rein. Voilà, donc on est fin prêt maintenant pour pouvoir enlever le rein. Donc nous t'attendons. Très bien. L'intervention se déroule là encore à 4 mains, avec son confrère Federico Salusto. L'un prélève et l'autre transplante. Ok, ciseaux. Ah, c'est parti. C'est bon, c'est parti. Les chirurgiens ont maintenant moins de 10 minutes pour purger le rein de Stéphane, sinon il sera perdu. Une fois que le rein est bien lavé, bien décoloré, je vais attaquer la préparation du greffon. On est soulagé. Enfin, moins pour ce temps-là, on est soulagé. Après, il y aura encore le temps de la transplantation. Mais là, on a déjà passé un premier cap. Deuxième cap, avec Virginie cette fois, dans la salle voisine. C'est le site d'incision. Donc, à la fin de l'intervention, la patiente aura 3 reins. Le rein natif se trouve là et le greffon, je vais le rajouter là. Tout le monde est prêt? Bistouri. Les reins malades de Virginie n'ont donc pas besoin d'être retirés. En restant dans son corps, ils ne présentent aucun danger. Maintenant, j'ai préparé la loge pour le greffon. Le docteur Salusto raccorde les veines et les artères pour que l'organe fonctionne dans son nouveau corps. L'important, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. C'est le fait que le rein est complètement recoloré. C'est parfait. Héparine. Et là, on peut enfin fermer. Voilà, terminé. Voilà, une autre transplantation. C'est un organe, donc c'est fragile. Il faut jusqu'à la fin. Précision et rigueur. Tout s'est bien passé, tout va bien. Aussi bien pour vous, le temps qui vous concernait plus directement, et puis également pour votre épouse. Et puis on va voir si, probablement que demain, vous pourrez aller voir votre épouse à la réanimation de transplantation. Bon, on va vous laisser vous reposer maintenant. Vous récupérez. Ton poème, il est avancé. Non, tu l'as pas fait? 24 heures ont passé. La famille va être de nouveau réunie. Salut. Ça va, Minette? Oh. Salut. On peut même pas s'embrasser. Ah non, mais là, pas être possible. Ça va? Ouais, ça va. On est beaux tous les deux. Ouais, un beau chantier, là. Ça fait du bien. Ouais, vous avez passé une sale journée aujourd'hui hier, moi je te le dis. Ouais. Oh là là. Vous avez passé une sale journée. Tu me connais en plus, comment j'ai fait des films, même quand il n'y a pas besoin. Alors là, mon donneur. Eh oui. Tu sens qu'il te manque quelque chose? Non. Un petit morceau de toi? Non. Ce cadeau qu'il m'a donné, il faut que j'en prenne bien soin. C'est vraiment précieux et je vais tout faire pour qu'il vive le plus longtemps possible, ce greffon, et qu'il ne me l'ait pas donné pour rien. À l'hôpital Marie-Lannelongue du Plessis-Robinson, 10 jours seulement après sa transplantation, Alexia est déjà debout. Avec son nouveau cœur et ses nouveaux poumons, une grande première l'attend. La SAT, la fréquence cardiaque, ce que ça donne. Ouais, d'accord. On se met une de chaque côté pour tenir au cas où il y aurait une petite faiblesse dans les jambes. Ok. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Ouais. Et donc on va courir toute la longueur. On essaye, on se repose un peu et après on fera le retour. C'est la question de ce matin. Qu'est-ce que tu veux refaire après? Elle m'a dit mon rêve c'est de courir. Donc je lui ai dit pourquoi pas cet après-midi.
Et puis, voilà. Ça fait combien de temps, Alexia, que vous n'avez pas couru? Du coup, la dernière fois que j'ai couru, je sais pas, j'avais peut-être 10 ans. Donc ça fait 15 ans. Donc là, j'ai hâte. Enfin, je stresse un peu aussi. Ça se trouve, je sais plus courir. Il n'y a pas de raison, ça s'oublie pas. Les constantes sont super bonnes, le cœur est lent, il n'y a pas de problème. On va pouvoir y aller, c'est pas de souci. Ok. Allez, c'est parti. Allez, encore plus vite, allez. Allez, super. Allez, génial. Ok, tu peux t'arrêter. Comment te sens-tu? Ça va. Ok, récupère. Ah, trop fort. Enlève ton masque un peu pour respirer parce que là... J'ai un truc plein d'émotions là. Tout est bon, hein. 98% de saturation, 98 de fréquence cardiaque. Peut pas rêver mieux. Parfait, ouais. Super. En général, oui, plutôt J20 pour commencer à courir que J10, mais là, elle a la motivation, elle a la force musculaire pour, donc on y va. Après avoir été alitée pendant des mois, la jeune femme est bien décidée à reprendre des forces très vite pour quitter l'hôpital. C'est la renaissance tant espérée pour Alexia. Il y a eu un moment donné, j'y ai pensé, je me suis dit, ils vont pas réussir à me sauver. Faut dire ce qui est, hein. On va mourir dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Hein. Nos espérances de vie, elles sont pas très grandes hein, quand on arrive en Super U. Hein. Donc on est forcément des miraculés. Après, voilà, on est des miraculés. Quand je dis on, c'est tous les greffes. Mais vous me voyez comme ça? Ouais, ah ouais, totalement. Ouais. Oui. Ils m'ont sauvé la vie. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, là, sans eux, je serais pas là sur mon vélo. Tu commences à ralentir? Alexia espère très vite poursuivre ses études d'esthéticienne et bientôt retravailler. Ok, ça va être 3 km. Pour les patients, rester actif permet de moins penser à la maladie. David, toujours en attente de son nouveau cœur, est commercial pour une grande marque automobile. Vous le mettez, comme ça vous l'avez, ça permet de... Je vous laisse finir le café, puis on va aller voir la voiture et puis après on finira. On va aller au sous-sol parce qu'elle est au sous-sol. Ouais. Et même malade, il ne ménage pas ses efforts pour atteindre ses objectifs de vente. Ici, c'est tout ce qui est régulateur, limiteur de vitesse. Vous avez aussi le système de récupération d'énergie pour vous permettre d'économiser du carburant. D'accord ? Ça, c'est pas mal. Un métier stressant et un peu physique. C'est le seul ennemi que j'ai ici, l'escalier. J'ai pas un cœur comme tout le monde, donc déjà que l'escalier reste fatigant pour quelqu'un en bonne santé, voilà, moi j'ai beaucoup plus de sensibilité avec les escaliers, ça c'est clair et net. David n'a qu'une hantise, que les médecins l'obligent à s'arrêter. Automatiquement on a du roulis. Pourtant, tous les soirs, avant de quitter la concession, il s'organise, au cas où. Ça, hop. On est toujours en train de se dire que peut-être que demain matin, on n'ira pas au bureau, parce qu'on aura été appelé dans la nuit, donc j'essaye de faire les choses propres. Je me dis que peut-être que demain matin, c'est un collègue qui sera à mon bureau pour essayer de gérer les derniers dossiers que j'ai en cours, afin que ça se passe bien pour les clients. Donc j'essaye de tout laisser propre, clean, à jour. Compte tenu de la gravité de son cas, David est suivi très régulièrement par un cardiologue. Un bilan tous les 3 mois. Et même avec l'habitude, cette visite est toujours un moment qu'il redoute. David. Vous allez bien? Ça va, monsieur Schmaltz? Oui. Ça va, merci. Allez, on y va. Alors, quoi de neuf?
Rien, ça. Pour l'instant, ça va. Je me sens un peu plus. Je sens que ça tire un peu là avec le froid. Là. Quand vous montez les étages? En ce moment, un poil plus dur. Oui, il faut vous arrêter? Non, je vais plus doucement. Ok, tenez, si vous voulez vous mettre torse nu, venez, je vais vous examiner. Tout son corps porte les traces de son lourd parcours médical et de sa malformation de naissance. Je crois qu'il y avait les sondes dans la tête, là c'est clair, ça se voit quand j'ai les cheveux courts. Bah, j'avais 24 heures quand ils vont. Celle-ci vraiment c'est quand j'étais. Je me rappelle être tout petit et la voir petite et elle a grandi avec moi quoi. Celle-ci c'est le pacemaker, en fait il y en a deux, il y en a une qu'on voit un peu plus à droite et une qui est parce qu'ils reprennent un bout sur l'ancienne. Et celle du dos, je crois que c'est l'opération cœur ouvert, quand j'étais pareil, enfant. David est né avec des vaisseaux inversés. Cela veut dire que le sang et l'air sont mal distribués dans son cœur. Et au fil du temps, il s'épuise. C'est une coupe du ventricule, qu'on appelle le ventricule droit. Cette paroi-là, vous voyez bien qu'elle bouge beaucoup moins bien que cette paroi-là. Vous voyez ici, ce qu'on appelle cette paroi, ça bouge vers l'intérieur. Ici, vous le voyez, à chaque contraction. Ici, vous voyez que cette contraction, elle ne permet pas vraiment de faire bouger ce muscle cardiaque qui, ici, cette zone, elle est très très peu mobile. David a pris l'habitude, chaque fois qu'on se voit, je fais l'échographie, de scruter avec attention la moindre de mes mimiques pour en tirer des informations. Et ce jour-là, les nouvelles ne sont pas bonnes. La fuite de la valve tricuspide est un peu plus importante. C'est une évolution progressive, mais malgré tout palpable, et d'une dégradation. Là, c'est un problème structurel, c'est-à-dire que l'architecture du cœur est anormale et on ne peut pas espérer gagner beaucoup plus que ce qu'on a déjà gagné avec tous les traitements dont je vous ai parlé, les médicaments, les traitements électriques, etc. Donc le fait de mettre un cœur avec une architecture normale, bien sûr, c'est la solution. C'est la solution. Ça peut expliquer que vous êtes fatigué et fatigable. Oui. Si, ça peut expliquer ça. Ne soyez pas en forme olympique, je peux le concevoir. Hein. Dans 3 mois. À bientôt. Merci dans 3 mois, beaucoup. David. Ben, je vous en prie, c'est moi. À bientôt. Bah, c'est jamais des annonces, j'aurais préféré qu'ils me disent c'est stable, tout va bien. À la fois, je suis pas dingue non plus, je sais bien que s'ils m'ont inscrit sur une liste de greffe, c'est parce que j'ai un vrai souci. Mais voilà, c'est la digestion de la chose. Bon, ça ira mieux demain avec une bonne nuit. Je vais en parler, on va en parler avec mon épouse. Et puis voilà, de toute façon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On ne me l'a jamais caché que la situation pouvait évoluer aussi dans un axe un petit peu plus complexe. Donc voilà, on y est, entre guillemets, doucement, doucement. Hein. Une fois de plus, voilà, j'ai encore la chance de mener une vie normale, donc ça me donne encore plus l'envie d'en profiter. Si son état se détériore, la vie de David pourrait être menacée. Les médecins devraient alors l'inscrire sur la liste de super urgence, comme l'a été Alexia. À Aunay-le-Château, près de Rodez, c'est le début de l'année scolaire. Un petit pouce qui bouge, un petit pouce qui bouge et ça suffit. Tous les élèves de maternelle sont là. Deux petits pouces qui Mais aussi Virginie, 7 mois après la grève de rein. ça suffit pour m'amuser. Une petite main qui bouge, une petite main qui bouge, une petite main... J'ai pensé beaucoup à l'école, ça me manquait. Et puis bon, voilà, j'avais dans l'idée de reprendre à cette rentrée. Donc c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé. Et voilà, bon, c'est le début de l'année. J'espère que je vais rester en forme comme ça toute l'année. Grâce au geste de Stéphane, la vie de toute la famille a repris son cours. Comme avant ou presque. Il s'est passé énormément de choses en 7 mois. Des bonnes choses et des moins bonnes aussi, parce qu'on a eu souvent peur
Pour le greffon, une greffe, ça peut aussi s'arrêter. J'ai failli le perdre déjà 3 fois, ce rein. Donc j'ai peur pour l'avenir. Vous regrettez? Non, bah, pas du tout, non. Ça va être fou. Non, non. Même si c'était pareil, même à refaire, les yeux fermés. Je veux pas qu'il ait perdu, enfin qu'il ait donné un de ses organes pour rien. C'est pas pour rien, ça a marché au moins pendant 7 mois déjà. Oui. C'est déjà pas mal. Oui, oui, je sais, mais... Puis je suis pas handicapé, donc... Oui, non, ça m'a... C'est plus vraiment le rein de Stéphane, mais ça vient de toi, mais en même temps, c'est dans mon organisme à moi, il y a mon sang qui circule dedans. C'est à nous. Si elle ne fait pas de rejet, Virginie pourra garder le rein de son époux une quinzaine d'années. Ensuite, il faudra à nouveau le changer. Jusqu'au bout, Alexia aura bluffé ses médecins. Elle est autorisée à sortir 14 jours seulement après la greffe d'un bloc cœur-poumon. Ça y est, je rentre chez moi, c'est trop bien. Les médecins ont enfin donné le feu vert. Du coup, on range les affaires et on s'en va. C'est trop bien. Quand il m'a annoncé que je sortais, j'ai eu peur. En fait, ici, on est protégé. En fait, on est dans un petit cocon. Et en fait, du coup, ici, on sait qu'il ne va rien nous arriver. Ils sont là pour à tout moment. Alors que chez nous, bah, s'il arrive quelque chose, bah, du coup, c'est tout de suite la panique. C'est... Oui? Salut. Bonjour ma chérie. Ça va? Benjamin et Alexia sont en couple depuis 7 mois. Ah ça y est. Ah bah tout est prêt déjà. Ouais, il n'y a plus qu'à fermer. Ah bah voilà. Dans ses valises, Alexia emporte ses médicaments anti-rejet, des souvenirs à vie de sa formidable histoire. Pour le moment, c'est encore des grosses doses de médicaments, donc pour l'instant, je suis encore à 15 le matin à peu près et 5 le soir. Mais plus le temps va passer, moins j'en aurai. Mais à vie, j'en aurai toujours 5-6 matin et soir. Elle est ravissante. Les lèvres et tout a changé, le teint royal, c'est incroyable. Ça y est. Ah oui. Ah oui. J'ai pas envie de m'éterniser là. Ah ça y est. Au revoir. Au revoir. Bon retour. Au revoir. Merci. Oui. À vous aussi. Oh là là, l'air frais. De l'air frais. Ouais. C'est bon? Ah ouais, du coup. Eh ben allez, on est parti. J'ai du mal à réaliser. J'ai l'impression d'être libre, ça y est. Comme si on m'avait... tu sais, j'étais libérée de prison, quoi. Mon bébé! Mon bébé chat! Tu m'as ramené un bouquet de fleurs. Merci. Et Alexia a déjà de la visite. Bonsoir. Ça va? C'est Sylvie, sa mère, impatiente de revoir sa fille dans une telle On vient forme. d'arriver, hein, pile poil. Petit cadeau de bienvenue. C'est vrai? Trop bien. Merci. Ah bah, il n'y en a pas qu'un en plus. Ah, super, elle est trop belle. Alexia compte bien maintenant rattraper le temps perdu. Sa récupération express a surpris toute la famille. Il y a un mois, j'aurais jamais pensé ça, hein, qu'elle aurait été greffée, puis qu'au bout de 15 jours, elle sortait, et puis elle était à la maison. Bah oui, on l'aurait jamais cru. On nous l'aurait dit, on l'aurait jamais cru. Mais même nous, on le disait, il était trop tard, parce qu'on s'est dit, tiens, Noël va arriver. Oui, et c'est vrai. puis, C'est vrai que t'avais toujours dit comme le médecin. T'as pas du tout la même tête quand t'es partie. Parce que j'ai plus une tête Alors, de malade. c'est vrai que... Oui, oui. Tout simplement. Ouais. C'est ça en fait. C'est que là, j'ai une tête de quelqu'un qui a 26 ans et qui est en pleine forme en fait. Ça y est. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la famille du donneur? Grâce à eux, je vais être sauvée. Enfin, je vais avoir la vie que je veux. Enfin, c'est quand même. Enfin, y a pas, enfin, je pense pas qu'on peut pas me faire un cadeau plus beau que ça. Enfin, voilà quoi. C'est. Enfin, pour le coup. Donc ouais, merci.